5 juillet 1830, sur fond d'une dette de fourniture de blé, puis d'un coup d'éventail du dé d'Alger au consul de France, le roi Charles X, et puis surtout parce que la Méditerranée était infestée par des pirates, le roi Charles X décide de prendre l'Algérie. Et le 5 juillet 1830, c'est la prise d'Alger par les troupes françaises commandées par le général de Bourmont. Et le régent d'Alger, Hussein Bey, signe l'acte de soumission à la France. 132 ans, jour pour jour, le 5 juillet 1962, l'Algérie accède à l'indépendance après 7 années de conflit, puis la signature des accords d'Évian, que j'écris toujours entre guillemets, le 18 mars. Entre ces deux dates, donc 132 années de présence française, marquées par une colonisation de peuplement et de grands travaux d'aménagement et d'équipement dans ce qui n'était pas, à l'époque, l'Algérie. Le début de ce qu'on appelait les événements d'Algérie, ou opérations de maintien de l'ordre avec mobilisation du contingent des appelés, puis devenu, par la loi du 18 octobre 1999, guerre d'Algérie, date du 1er octobre 1954, comme vous le savez, qui a été appelée la Toussaint Rouge. Plusieurs attentats terroristes ont été perpétrés sous le commandement du Front de Libération Nationale. Mais les tensions étaient depuis longtemps perceptibles dans un contexte général de décolonisation. Le Maroc et la Tunisie, protectorats français, accéderont bientôt à l'indépendance. Et surtout, on ne le dit pas assez, la Libye, qui était un pays arriéré, avait accédé à l'indépendance en 1951. Donc pourquoi pas l'Algérie qui était développée. Alors, le 8 mai 1945, autre date importante, les populations locales du Constantinois avaient perpétré des massacres à Sétif, Guelma, Kherrata, réprimés par l'armée française, et le général commandant des troupes aurait dit aux politiques « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable. » Alors les principaux événements, je cite une vingtaine de dates, sans commentaire, ils pourront être commentés par les intervenants qui suivront. Donc à partir de 1954, un nombre grandissant d'appelés du contingent sont appelés en Algérie, il y en aura 1 300 000 au total. Février 1955, Pierre Mendès France, président du Conseil, propose un plan de réforme en Algérie, mais mis en minorité, il est contraint de démissionner. 1er avril 1955, Edgar Faure, alors président du Conseil, instaure l'état d'urgence dans une partie de l'Algérie. 12 mars 1956, l'Assemblée nationale vote la loi sur les pouvoirs spéciaux pour l'Algérie, après une visite, vous vous en souvenez, très mouvementée du président du Conseil, Guy Mollet. 20 août 1956, congrès de la Soumam, où le FLN définit sa stratégie. 7 janvier 1957, début de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. 13 mai 1958, des Européens investissent le gouvernement général à Alger, création d'un comité de salut public à Alger, présidé par le général Jacques Massu, accélérant ainsi le retour au pouvoir du général de Gaulle. 16 mai 1958, des manifestations de fraternisation entre Européens et musulmans ont lieu sur la place du Forum à Alger. 1er juin 1958, le général de Gaulle est investi par l'Assemblée nationale avec des pouvoirs spéciaux. Le 4 juin 1958, de Gaulle se rend à Alger et dit au Forum, à la population d'Européens, « Je vous ai compris. À partir d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants, il n'y a que des Français à part entière. » Sans commentaire. 6 juin 1958, de Gaulle à Mostaganem dit « Vive l'Algérie française ». 19 septembre 1958, le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, dirigé par Ferhat Abbas, est formé au Caire. 28 septembre 1958, la nouvelle constitution française est approuvée par référendum, 79% de oui en métropole, 95% en Algérie, et le 4 octobre 1958, naissance de la 5e République. Le 23 octobre 1958, de Gaulle propose la paix des braves au FLN, qui décline l'offre. En octobre 1958, lancement du plan de Constantine, un programme ambitieux de développement économique et social en Algérie. 21 décembre 1958, de Gaulle est le président de la République, et le 16 septembre 1959, dans une allocution télévisée, de Gaulle reconnaît le droit à l'autodétermination du peuple algérien.
En 60, 24 janvier au 1er février, semaine des barricades à Alger, journée insurrectionnelle organisée par des partisans de l'Algérie française. 11 décembre 60, de grandes manifestations pour l'indépendance de l'Algérie et en soutien au FLN éclatent dans plusieurs villes algériennes, et notamment Alger et ses quartiers populaires. 19 décembre 60, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. 8 janvier 61, le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie est approuvé par 75% des votants. 22 avril 61, tentative de putsch, entre guillemets, des anciens généraux Salan, Charles, Jouot et Zeller. 19 octobre 61, une manifestation interdite des Français musulmans d'Algérie à Paris est sévèrement réprimée. 18 mars 62, signature des accords d'Évian, encore entre guillemets, accordant l'indépendance à l'Algérie. 8 avril 62, un référendum national visant à approuver les accords d'Évian est approuvé par 91% des votants. 26 mars 1962, c'est la fusillade de la rue d'Isly. L'armée française tire sur des manifestants européens, provoquant une cinquantaine de morts. À partir de mars 62, et même avant, des départs massifs d'Européens vers la métropole. Plusieurs officiers français parviendront, contrevenant aux instructions, à embarquer leur arca. 1er juillet 62, un référendum sur l'indépendance organisé en Algérie, mais ouvert aux seuls Algériens de souche, est approuvé par 99,9% des votants. 5 juillet 62, indépendance de l'Algérie, et le même jour, massacre à Oran d'Européens et de musulmans pro-français, sans réaction de l'armée française qui n'était pas autorisée par les accords d'Évian à intervenir. Le reste, avec les suites et les conséquences, donc je les laisse aux intervenants de l'après-midi. Je pense que c'était utile que je rappelle ces quelques dates. Et puis maintenant, nous rentrons dans la guerre d'Algérie par le chaudron algérois. Et j'appelle à la tribune et au micro Madame Madeleine Lasserre, historienne, agrégée d'histoire et qui a enseigné, c'était son premier poste qui n'a duré qu'1 an, au lycée de jeunes filles d'Alger pendant la terrible année 1961-62. Un véritable témoin. Chère madame, je vous passe la parole. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 00337 83 98 7422. Acto Consulting. Oui, moi je ne sais pas si je dois remercier Didier Béroutis de son invitation ou si je dois me fustiger de l'avoir accepté, tellement je me sens en décalage par rapport au sérieux des interventions qui sont prévues et par rapport à la jeune fille de 22 ans que j'étais en 1961. C'est vieux, 1961. Imaginez, en juillet 61, le ciel m'est tombé 2 fois sur la tête, enfin en même temps. Je suis reçue à l'agrégation d'histoire, alors que vraiment je ne m'y attendais pas. 22 ans. 22 ans, oui, bon, il n'y a pas de quoi s'en vanter, même me dira mon père. Je pouvais te déduire encore 3 ans de mes impôts, donc il ne m'a guère félicité. Donc, je suis reçue à l'agrégation d'histoire, et en même temps, l'inspecteur général au lycée Victor Duruy m'impose le choix suivant comme première nomination, c'est Alger, Mademoiselle ou Oran. Choix à 2 inconnus, comment voulez-vous que je choisisse? J'ai répondu à Alger, si j'avais répondu Oran, mon destin aurait été autre peut-être, enfin j'ai répondu à Alger. Et il a conclu, eh bien félicitations, parce que vous allez être nommé au lycée Fromentin d'Alger, qui est le plus beau lycée de France, ça je vous le confirme, c'était superbe. C'est un lycée de fin de carrière. J'espère qu'il plaisantait, mais j'avoue que je l'ai très mal pris, cette remarque. Enfin bref.
Donc, me voilà nommée à Alger et de retour chez moi. Dans ma famille, ça a été un séisme. Ma mère a pleuré toutes les larmes de son corps, d'autant que j'avais déjà un frère aîné en Algérie. Mais lui, il était au chaud, il était au Sahara, il ne risquait pas grand-chose. Mais la fille expédiée à Alger, ça c'était vraiment trop pour elle. Elle a organisé des tas de repas d'adieu. Je me suis vue perdue à jamais. Enfin bref. Mon père, lui, beaucoup plus pragmatique, m'a dit je vais t'accompagner à Alger, où nous n'avions aucune connaissance, rien du tout, pour voir où tu mets les pieds, pour voir à quoi finalement il faut que tu t'attendes, parce qu'évidemment, c'était 61, c'était une année où c'était le pire dans la presse, dans l'actualité, etc. Donc, nous voilà débarqués à Alger, mon père et moi, en septembre 61. Il m'avait dit, t'inquiète pas, j'ai retenu trois nuits dans un hôtel qui m'a l'air tout à fait convenable. Et en effet, il l'était. C'était, je m'en souviens très bien, l'hôtel Albert Ier, en bordure du square La Ferrière. On était en pleine ville européenne et l'effet a été tout à fait concluant sur mon père, qui m'a dit, oh, ça, tu me parais très bien dans cette ville d'Alger. Bon. Le soir même, concert de casserole. Mais alors, concert de casserole carabiné, avec la petite musique qui allait devenir habituelle, titi tata, titi tata. Bien, assez vite, on a compris que Alger était une ville qui avait des allures européennes dans certains quartiers, mais qui était en effervescence totale. Et mon père n'est resté que 3 jours parce qu'il m'a trouvé il a quand même trouvé une chambre avec moi chez des amis d'amis, de connaissances. J'avais une chambre chez l'habitant boulevard Baudin. Oh, c'était magnifique parce que j'avais une vue sur toute la baie d'Alger. Donc mon père est reparti tout à fait satisfait. Il n'y avait qu'un inconvénient dans ce logement, c'est que le grand-père de la famille voulait venir voir tous les soirs si la pauvrette n'avait pas trop peur. Et bon, j'ai vite compris qu'il fallait que je change de logement. Se loger à Alger en 61, c'était difficile. Si on n'avait pas de point de chute, si on n'avait pas de connaissances, de relations, parce qu'il ne fallait pas aller n'importe où. C'était une ville très compartimentée, c'est comme ça que je l'ai vécue, avec des quartiers où une petite européenne pouvait circuler sans problème, et des quartiers où elle ne pouvait pas aller, ou du moins c'était un peu risqué. C'est ainsi, à ma grande honte, que je ne suis jamais rentrée dans la cathédrale d'Alger, parce que la cathédrale d'Alger était à proximité de la place du gouvernement. Je suis allée sur la place du gouvernement, mais je ne suis jamais rentrée dans la cathédrale d'Alger. Enfin bref, c'est un détail. Donc assez vite, il a fallu que je me trouve un autre logement, mais je vous en parlerai tout à l'heure. La ville était en effervescence et la ville était nettement sous influence de l'OAS. L'OAS multipliait à partir de septembre-octobre, quand j'y suis arrivée, les tracts, les mots d'ordre, les affiches, les inscriptions sauvages, avec ce refrain qui revenait constamment, l'OAS veille. Et l'OAS veille et l'OAS donnait des mots d'ordre. Tel jour, c'était la journée des casseroles, tel jour, c'était la journée des oriflammes, tel jour, le 28 septembre, je me souviens de la date, c'était la journée des embouteillages.
Un jour, il fallait acheter de l'or. Pensez bien que je n'allais pas acheter de l'or, mais bon. Un jour, il fallait faire des provisions pour tenir un siège d'un mois ou deux, mais avec interdiction d'aller s'approvisionner chez les Mozambites. C'était impossible, quand on était à Alger, de ne pas s'approvisionner chez les Mozambites qui tenaient le marché des fruits, des légumes et de l'épicerie. Et il y en avait un au bas de mon immeuble, etc. Donc la ville était vraiment en effervescence. Je me souviens aussi d'une grande affiche, qui m'a marqué celle-là, parce qu'elle était assez réussie. Elle représentait De Gaulle en Don Quichotte, avec comme seule légende Charles du Déclin. Je la revois comme si je l'avais photographiée. À vrai dire, je ne l'ai pas photographiée, je n'ai rien rapporté comme photo, parce que je suis partie à Alger sans appareil photo. J'étais partie pour enseigner, j'étais une petite fonctionnaire, je ne me suis jamais sentie ni victime, ni héroïne particulièrement. Bon, la vie était comme ça, les circonstances étaient un peu extraordinaires, le contexte n'était pas banal, mais enfin j'étais historienne, j'avais choisi l'histoire. Mais pour une fois, l'histoire m'était servie, je dirais, sur le terrain. Donc, j'ai fait face, comme j'ai pu, avec l'inconscience de la jeunesse. Je n'ai jamais vraiment eu peur à Alger, parce que mes parents me bombardaient de questions, sauf à l'occasion des barrages routiers. Alors là, les barrages routiers, quand une voiture était arrêtée par des hommes en armes, on ne savait jamais qui c'était, on ne savait jamais dans quel état ils étaient. Là, j'ai vraiment eu très peur chaque fois qu'il y a eu des barrages routiers. Parce que je me suis quand même promenée inconscience, je vous dirai pourquoi. Donc, me voilà à Alger. Il a bien fallu que je me présente à mon lycée. Le lycée Fromentin, c'était vrai, c'était un lycée magnifique, dans un décor magnifique, avec une pinède, une vue sur tout Alger. C'était sur les hauts d'Alger, assez loin de la ville européenne qui était en bas. Il y avait des trolleys pour y monter, mais c'était assez loin et c'était finalement en bordure des quartiers arabes. Enfin, assez vite, on tombait sur le Clos Salambier, enfin sur des quartiers moins fréquentables. Et j'aurais aimé être nommée à Delacroix. Delacroix, c'était en bas, c'était dans la ville européenne. Fromentin, c'était en haut. Parce que souvent, très souvent, il n'y avait pas de tramway, ils étaient en grève, où les quartiers étaient bouclés, le quartier du lycée ou le quartier dans lequel je logeais, c'était finalement la croix et la bannière pour me rendre au lycée, et j'ai beaucoup marché. Alors de temps en temps, j'avais un collègue qui me prenait en voiture, qui avait pitié de moi, mais c'est à peu près le seul geste de solidarité que j'ai eu de mes collègues pieds-noirs. Parce que ce fameux lycée Fromentin, il n'y avait plus que des collègues pieds-noirs qui y étaient. C'était vraiment leur bâton de maréchal, un lycée de fin de carrière. Les métropolitains, enfin des métropolitaines, il n'y en avait pas. Il y avait moi, la petite blonde, qui débarque de sa métropole, et qu'on a accueilli avec, pas de l'hostilité, non, pas du tout, mais beaucoup de méfiance. Ces métropolitains, on le sait, ils ont toujours des idées farcies de gauchisme, d'indépendance, ils ne connaissent rien aux pieds noirs, etc. Cette petite jeune fille, elle va se faire manger toute crue par nos élèves, d'autant que il y avait dans ce lycée Fromentin, comme dans tous les lycées d'Alger, j'imagine, des élèves arabes et des élèves européens. On avait les deux. Les élèves arabes étaient minoritaires, j'en avais peut-être 8 ou
douzaine, peut-être un peu plus en terminale. Au début, ça s'est assez bien passé, mais assez vite, au fur et à mesure où les événements se sont précipités et se sont aggravés, il est devenu très difficile de faire travailler ensemble les deux communautés. J'avais essayé d'établir un modus vivendi en disant la classe est un lieu clos où on est à l'abri. C'était peut-être vrai, enfin oui. On est à l'abri, mais on oublie tout, et c'est un moment où on ne s'occupe de rien d'autre. Enfin, j'essayais de prêcher la neutralité bienveillante dans ma classe. Ça a marché le temps que ça a marché, le temps qu'elles ont bien voulu. Mais à partir de janvier 62, les crêpes noires ont commencé à apparaître sur les tabliers. Crêpes noires pour les européennes, crêpes noires pour les musulmanes, tant il y avait des drames et des décès des deux côtés. Et là c'est devenu difficile, vraiment difficile de travailler. Bon, mais là, je m'éloigne et je ne vous ai toujours pas... Ah si, quand même, je pourrais vous dire qu'en décembre 61, un groupe de jeunes gens en Kaboul est venu réclamer, revolver au poing, les copies d'histoire que j'avais faites la veille au lycée Fromentin. Ça ne m'a pas ému du tout, ça, alors du tout. Tellement il paraissait jeune, mais j'aurais peut-être dû me méfier, peu importe, je leur ai confié les copies sans problème, sans discussion, autant de moi à corriger, en leur disant surtout, vous nous oubliez, je vous oublie, je vais déclarer les copies volées ou perdues dans le bus, et vous oubliez mon adresse. Bon, alors, j'habitais où comme ça? Mes collègues, donc, m'ont accueilli sans chaleur aucune, excessive, sauf une dame que je trouvais un peu âgée, elle était grisonnante, elle avait 60 ans, et elle était prof de maths au lycée Fromentin. Elle m'a abordé un jour en me disant « Nous avons les mêmes terminales, est-ce que cela vous ferait plaisir de venir dîner chez moi un soir ?» C'était la première fois qu'une collègue qui est noire m'invitait. Évidemment, j'ai dit oui. D'autant que c'était toujours pour apprendre un repas que je ne fabriquais pas moi-même. Donc, je suis allée à son adresse. Elle habitait au 28 avenue Claude Debussy. Elle m'a dit, vous trouverez, c'est pas difficile, c'est en pleine ville européenne. C'est une avenue qui s'embranche sur la rue Michelet, qui conduit, ça fait un coude, et qui aboutit au boulevard Saint-Saëns. Vous trouverez sans aucune difficulté. Effectivement, aucune difficulté pour trouver. Et là, chez elle, accueillie très bien, il y avait un grand jeune homme qui était très sympathique, très volubile, et qu'elle m'a présenté comme étant son ancien stagiaire de CAPES, prof de maths aussi, au lycée Gautier. Le lycée Gautier, on l'appelait le petit lycée, et il était dans la ville européenne, en bas par rapport à Fromentin. Et là, il y avait plein de collègues pathos qui avaient été nommés. Les pathos, ce sont les gens qui venaient, vous le savez, de métropole. Comment se fait-il, quand même, j'ouvre une parenthèse, qu'on ait pu nommer en Algérie, en 61, sans moufter, en quelque sorte, une petite jeune sans aucune expérience? Alors que je n'étais pas du tout la dernière, hein, je n'étais pas la dernière sur la liste. Et ça, sans aucune cellule psychologique à l'époque, évidemment. Comment c'était possible? C'était possible parce que l'administration française en Algérie avait déjà un net déficit de fonctionnaires.
Et il y avait, je ne dirais pas déjà la débandade, mais presque, et nombre de fonctionnaires avaient demandé leur mutation pour la métropole. Bref, on nommait en Algérie tous ceux dont on avait besoin, et il y en avait beaucoup. Et on n'envoyait pas en Algérie les femmes mariées, ni les jeunes étudiantes qui étaient liées à l'État dans le système des IPS, ce qui était très fréquent. Moi, j'étais toute jeune, je ne savais pas du tout vraiment si j'allais devenir prof. J'étais lancée dans les études, j'étais indépendante, j'étais libre, eh bien j'étais bonne pour l'Algérie. Voilà. Que vous dire encore, sinon que j'ai vu nettement l'ambiance changer tout au long de cette année scolaire si particulière. Il y a eu une grande crainte au moment de l'anniversaire de la Toussaint. Alger retenait son souffle. Et finalement, il ne s'est rien passé du tout à la Toussaint 61. À tel point qu'un de mes oncles m'a dit bah, si tu veux, je viens te voir. Et il est venu en Algérie au courant du mois de novembre 61, presque normalement, je dirais. Mais tout a changé alors vraiment à partir de janvier 62. À partir de janvier 62, c'est difficile de raconter tout ça, mais on avait vraiment l'impression, la ville était sous tension, et on avait l'impression que tout pouvait arriver d'un moment à l'autre. Et c'est comme cela, je vous l'ai dit, je crois que les lycéennes de Cuba, c'était un lycée qui était au Clos Salambier en bas d'Alger. Les lycéennes européennes ont été rapatriées dans les différents lycées du centre-ville, notamment au lycée Fromentin, et qu'on séparait nettement, plus nettement encore, les européennes et les arabes. Bon. Et au 15 mars, le rectorat d'Alger nous a mis en vacances. Précipité, ou tout du moins à l'avance, parce que il y avait tous ces bruits d'accords de paix, d'accords d'Évian, on ne connaissait pas le nom encore, et le rectorat voulait que les lycéens ne soient pas en classe, voulait les rendre aux parents, pour les mettre en sécurité et pour... il faut que je conclue, dit-on. Donc, il y aura des questions. Hein. Il y aura des questions, oui. Bon, enfin bref, on nous a mis en vacances un peu trop tôt. Donc, je suis rentrée chez moi, parce que j'habitais près de Lyon, et c'est en France, enfin en métropole, que j'ai appris les accords d'Évian et la tuerie du 26 mars. Mais la directrice de Fromentin nous avait bien prévenu, en nous mettant en vacances à l'avance, l'année scolaire n'est pas finie. Alors moi, je suis rentrée en avril. Et là, alors, la directrice m'est tombée dans les bras en me disant, vous êtes la seule métropolitaine à être rentrée. J'étais toujours la même inconscience, mais j'étais très réglo. L'année scolaire n'était pas finie, je suis rentrée. Alors là, je suis devenue intouchable au lycée. Les élèves, finalement, étaient toutes contentes d'avoir récupéré leur prof. La directrice m'a dit, bon ben, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Résultat, elle m'a accordé un grand week-end au 1er mai, et c'est comme ça que je suis allée découvrir le MSAM. J'avais profité pendant mon année. Je suis revenue, alors mai c'était terrible à Alger. L'OAS a fini par lever son interdiction de départ pour les pieds noirs, et ça a été le grand départ, le grand exode. Et je suis rentrée chez moi, finalement, comme tout le monde, enfin, comme tous les pieds noirs, fin mai, début juin 1962.
la vie ordinaire a repris et je n'aurais jamais eu l'idée de raconter cette histoire pour la bonne raison que j'avais épousé un pied noir et que je me sentais vraiment tout à fait peu légitime à la ramener, alors que lui avait fait son service militaire à la tête d'une SAS, mais lui se taisait et il s'est tu pratiquement jusqu'au bout. Il a fini par laisser son témoignage au moment du confinement et à l'approche de ses anniversaires de 61-62 qu'il redoutait. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit mon histoire? Mais tout simplement parce qu'un jour, et là je vais rejoindre votre introduction, un jour j'ai voulu savoir ce que mes petits-enfants et les jeunes de mon entourage savaient de la guerre d'Algérie. Donc on a fait un quiz, c'était pas un sondage tout à fait bien rationnel, j'ai fait un quiz pour savoir où ils en étaient. Le résultat a été tellement catastrophique que là, la colère m'a prise, la radia, si vous préférez, et je me suis dit, il faut, c'est toi l'historienne de la famille, il faut que tu racontes cette histoire. J'ai essayé de la raconter de la manière la plus vivante possible, mais en ponctuant mon récit de notes de bas de page dans lesquelles je mettais quelques points de repère et quelques connaissances que je jugeais absolument indispensables. Comme par exemple le fait au référendum d'avril 62, là aussi je commence à fatiguer, donc je vais bien conclure. Donc au référendum d'avril 62, du 8 avril, les pieds noirs n'ont pas été autorisés à voter. Ce que mon mari n'a jamais pardonné à l'État français. Et tous les 8 avril, il me disait « je refuse d'être français ce jour-là, puisqu'on n'a pas voulu de moi, je ne suis pas française. » Donc j'ai fait ce livre pour essayer de porter un petit peu la bonne parole et de raconter cela, non seulement à mes petits-enfants, mais à tous ceux qui veulent le lire. Bien. Pour conclure, alors cette fois-ci sur une note souriante, on est en guerre d'Algérie, mais la vie continue. En 1963, je suis allée voir mon ancienne logeuse d'Alger, qui était dans sa maison de campagne. Et là, j'ai fait la connaissance de son deuxième fils, qui lui était à la tête de sa SAS quelque part dans l'Algérie, et que j'avais croisé 2-3 fois à Alger. J'avais été subjuguée par son képi bleu ciel, mais ce n'était pas aller plus loin. Donc en 1963, nous avons eu le temps de faire connaissance, et c'est comme ça que j'ai épousé un pied noir l'année suivante, en 1964. Merci beaucoup, Madame Nasser, pour votre témoignage très émouvant. Donc, je rappelle que votre ouvrage, publié sous le titre Lili à Alger, c'est pas l'espiègle Lili des bandes dessinées de notre enfance. Hein. Vous en avez quelques exemplaires, il est très, très amusant et instructif à lire. Donc, tous ceux qui veulent l'acheter avec la signature, profitez-en. Madame Nasser est à votre disposition.